Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Le Serpent, la mini-série avec Taraim sortie il y a quelques semaines sur Netflix, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder Le Serpent ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice dont on a retrouvé chez elle plusieurs passeports à différents noms ainsi que des drogues. Elle serait selon mes sources recherchée dans plusieurs pays. Ne serait-elle pas l'héritière de Charles Sobrage, le serpent de Netflix? Elle, c'est Elsa Morel. Je suis l'héritière du Covid surtout, obligée de voyager avec différentes identités pour... Ah, chacun son humour. Elsa, elle est dans de l'humour un peu corrosif, très actuel. Très bien. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision. Il a le panache d'un Dr House et n'a même pas besoin de la canne, c'est Florian Guillot. Et ben voilà, là on revient un petit peu sur des présentations gentilles. Donc normalement Emma, tu vas... Je vais prendre cher. Ouais, ça va mal se passer. Et finalement nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui a trouvé des œufs dans son jardin. Elle est donc persuadée d'être la nouvelle Daenerys de Game of Thrones. On n'ose pas lui dire qu'au mieux elle a des poussins, au pire une omelette, c'est Emma Salvarelli. Alors j'en ai marre parce qu'à chaque fois on casse mes rêves ici. Ce ne sera pas Daenerys. C'est un peu de l'acharnement, voilà, donc c'est pas très sympa. La prochaine fois t'auras une belle présentation, Je ne t'inquiète pas. Mais donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la mini-série Le Serpent avec Taraim et Jenna Coleman que nous allons décrypter. C'est une série qui est sortie il y a quelques semaines sur Netflix. Vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série-là, mais je vous propose qu'avant, on se fasse un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite. Alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous. Elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, succès critique et public. Love, Death and Robots est de retour sur Netflix avec le second volume de court-métrage. La série d'anthologie animée chapeautée par David Fincher et Tim Miller propose pour ce deuxième volume seulement 8 nouvelles histoires. Mais ce n'est que partie remise puisqu'une troisième saison a déjà été confirmée par la plateforme pour 2022. On sait que vous adorez les nouvelles saisons, mais à certains moments, il faut savoir dire stop. La série Clem a renouvelé sur TF1 pour une 12e saison. Pour vous rappeler un petit peu, elle a eu un bébé à 16 ans, elle a perdu le père de son bébé, elle a été en prison, elle a retrouvé un demi-frère caché, elle a perdu sa mère, elle a passé 6 ans dans le coma, elle est devenue grand-mère. Moi, je pense que pour cette dernière saison, elle va se faire enlever par les extraterrestres, parce qu'au bout d'un moment, il faut réinventer les choses. Quand il y a des nouveautés, il y a aussi des fins. Et This Is Us nous annonce la fin. En effet, Canal+ avait dit avec Dan Fogelman qu'il n'y aurait que 6 saisons. Fogelman avait conçu cette série d'ailleurs pour seulement 6 saisons et l'avait vendue à NBC pour cela. Le créateur a toujours été catégorique sur ce point, soutenant que la structure de son drame familial ne pouvait pas suivre le même rythme que les autres séries de la chaîne. On continue un petit peu avec du Made in France. Disney+ vient d'annoncer le début du tournage pour sa nouvelle série originale française Weekend Family, dont le rôle principal sera tenu par Éric Judor. Il jouera alors Fred, un papa immature de 3 adolescentes nées de 3 mères différentes. Bien, merci pour toutes ces informations passionnantes. Emma, est-ce que vous voulez réagir, Florent? Elsa, elle veut réagir tout de suite, elle est en J'ai levé forme. la main comme une élève. Vas-y. Non, la This Is Us, c'est une très bonne série et je trouve ça bien qu'ils savent s'arrêter. Qui savent Qu'ils sachent, je sais plus. Qu'ils sachent s'arrêter au bon moment, même si je pense que depuis le début de la saison 5, ça tourne un peu en rond, mais c'est une bonne chose qu'ils s'arrêtent à la saison 6. D'accord, fallait que Pas ça se comme termine. Clem. Clem, on est parti, là, j'ai l'impression que c'est... Mais ça marche bien en même temps, je crois qu'ils s'en sortent pas trop mal. En fait, c'est le problème des Français, j'ai un petit peu l'impression, c'est que quand il y a un truc qui marche, ils le réutilisent. Bah, les comme, Américains, c'est un peu la même chose HPI, aussi, là, avec Audrey Fleurot, il y aura une saison 2 qui est déjà commandée. Parce que c'est même pas une saison 2, c'est que... Il y aura 40 saisons. C'est des scores en télévision qu'on voit millions, qu'au moment des enfoirés, des débats d'entre-deux tours ou la Coupe du Monde de foot. Il n'y a que ça qui atteint ce genre de score. Mais justement, en parlant de Clem, je trouve que TF1 se renouvelle bien et suit peut-être un peu les traces de Canal+ sur le mode de la création, alors pas création originale parce que
ça c'est vraiment Canal, mais la création française en termes de séries via le groupe TF1, je trouve se porte plutôt bien. Il y a Plan B qui a démarré cette semaine, qui est assez cool à regarder. Il y a HPI que tu as cité, il y avait le Bazar de la Charité la saison dernière, enfin il y a pas mal de choses très bien. Il y aura une série aussi, je crois par les créateurs du Bazar de la Charité, dans lequel va jouer Maxence Danet-Fauvel et qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, donc aussi pour TF1, donc c'est des séries ambitieuses, quoi. Pas mal de choses, bravo à TF1. Que propose TF1. Bon, maintenant il est un peu l'heure quand même de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique du Serpent. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va rentrer dans le nid du serpent en premier en nous parlant des origines de la série. Alors même s'il n'a pas la même notoriété macabre que des Michel Fourniret ou Francis Holm, Charles Sobrage est l'un des tueurs en série français les plus meurtriers de tous les temps. Comme vous le savez, cette série, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, donc on va vous l'apprendre, cette série s'inspire de faits réels. Alors laissez-moi prendre mon meilleur ton de Christophe Ondelat pour vous raconter les origines de cette série, c'est-à-dire la véritable histoire, celle qui s'est passée avant cet épisode 1. Là, il faudrait un petit jingle. Voilà. Notre histoire démarre en 1944 à Saigon, au Vietnam, à la naissance de celui qui deviendra plus tard le serpent, Charles Sobrage. Quand on dit le serpent, c'est pas Voldemort, mais vous allez voir qu'il y a quelques petites similitudes. Comme malheureusement beaucoup d'autres jeunes enfants, il n'a pas une enfance idyllique. D'abord, il est apatride. Ça veut dire qu'il n'a aucune nationalité. Ses parents, une Vietnamienne et un Indien, se séparent quand il a 3 ans. Sa mère le laisse vivre avec son père qui ne s'occupe absolument pas de lui. Et ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'elle le récupérera pour l'emmener vivre avec elle à Marseille. Cocorico, c'est aussi à cette période-là qu'il obtiendra la nationalité française, adoptée par le nouveau mari de sa mère, un militaire français. Il est alors élevé à la dure, mais malheureusement ça ne prend pas, il sombre peu à peu dans la délinquance. D'abord envoyé dans un pensionnat, il commet de petits vols, jusqu'à l'âge de 19 ans, où là on passe un step, puisque pour un cambriolage à Paris, il écope quand même de 3 ans de prison. Il rencontre ensuite Chantal Compagnon, nommée Juliette dans la série. Elle est interprétée par l'actrice Stacey Martin. On ne la voit pas dans cet épisode 1, mais elle arrivera plus tard. Une jeune Parisienne, issue d'une famille assez conservatrice. Comble du chic pour la belle famille, le jour où il la demande en mariage, il est mis en prison après avoir tenté d'échapper à la police à bord d'une voiture volée. Il avait pourtant essayé de rentrer dans le droit chemin en travaillant dans un restaurant, mais son salaire ne suffisait pas à son goût pour le luxe et il retourna vite vers la délinquance. Le couple part pour l'Inde en 1970 après s'être marié. Là-bas, Charles Sobrage commence à voler des touristes, principalement des jeunes hippies. Son modus operandi est déjà celui qui le suivra toute sa vie. D'abord se rapprocher de ses victimes en se liant d'amitié, les droguer et les voler. En 1971, il va même jusqu'à prendre en otage une danseuse américaine dans le seul but d'accéder à une bijouterie qui se trouve en dessous de sa chambre d'hôtel. Il est jeté en prison, mais il s'évade quelques temps après et s'installe tranquillement avec sa femme à Kaboul. Les vols recommencent de plus belle, sa femme finira par le quitter et rentrer en France après un énième séjour en prison parce qu'ils n'ont pas payé la note d'un hôtel. C'est vrai qu'il y a des week-ends un petit peu plus tranquilles. Au printemps 1975, il rencontre Marie-André Leclerc, interprétée par la très jolie Jenna Coleman dans la série. Magnifique. On confirme avec Emma. Marie-André Leclerc, c'est une jeune québécoise qui tombe rapidement sous son emprise. Le couple, qui se fait appeler Alain et Monique, se rend en Thaïlande et se lance dans le trafic de pierres précieuses. C'est à peu près à ce moment-là que la série démarre. Leur vie va prendre un tout autre tournant criminel. Durant 2 ans, Charles Sobrage, son ami Ajay Chaudhuri, interprété par, alors excusez-moi pour la prononciation, Amesh Edirewira, je ne sais pas si on dit Edirewira, Edayerwira, en tout cas c'est l'interprète d'Ajay. On le salue. Et Marie-André Leclerc drogue et assassine une dizaine de touristes en Asie du Sud-Est, dans le seul but de les dépouiller de leur argent et de leur passeport, avec lesquels ils voyagent ensuite à travers le continent sous une fausse identité. Le premier meurtre, il a lieu en octobre 1975, et c'est à partir de là que la série commence. Sans vous spoiler les crimes en tant que tels, qui vont être vraiment le contenu de cette série en 8 épisodes, je peux vous dire qu'ensuite il s'est fait attraper plusieurs fois, qu'il s'est évadé aussi plusieurs fois. Une de ses évasions les plus spectaculaires a par exemple été d'organiser une fête dans la prison et de donner des bonbons somnifères aux gardiens. Alors vous vous dites qu'en prison on ne peut pas faire mieux, eh bien détrompez-vous, il a aussi réussi à séduire son interprète, qui n'était autre que la fille de son avocate, et même à l'épouser. Mais alors,
Comment il s'y prend, me direz-vous ? Mais Florian, comment est-ce qu'il veut s'y prendre ? Eh bien, je vais tout de suite te répondre, Emma. Merci. Eh bien, d'après Richard Neville, auteur d'une de ses biographies publiées en 1979, Sobrage aurait dit « Tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler ». Et je pense que ça résume bien toute son histoire. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'origine de cette série-là et donc de ce personnage-là. Emma, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode ? Bien sûr, ça se résume assez rapidement. En fait, c'est une mise en abîme, comme disait Florian. On commence avec l'un des premiers crimes de Charles Sobrage et la suite d'une enquête de 2 jeunes hippies qui ont disparu en Thaïlande. Voilà. Ah bah, très bien. Et justement, première question, est-ce que Elsa, toi, t'aurais regardé cette série-là sans ce podcast-là ? Alors, j'avais vu une critique négative, du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas regarder, mais en fait, j'ai bien fait de regarder. Ah, oh là, Ouais. Elsa, Je balance déjà. Elle disperse un peu son avis, très Ouais, bien. ouais. Est-ce que ce premier épisode, il est bien écrit, Florian ? De toute façon, c'est plus qu'inspiré de faits réels, c'est vraiment l'adaptation d'une histoire vraie. Mais il faut réussir à adapter. Oui, mais alors est-ce que c'est bien adapté ? Il raconte ce que beaucoup de documentaires et d'interviews racontent déjà de l'histoire de Charles Sobrage, donc il n'y a pas vraiment pour ceux qui connaissent l'histoire, il n'y a pas vraiment de surprise, je trouve. Emma, vas-y. Pardon, désolée Elsa. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'un documentaire, c'est pas vraiment scénarisé. Là, on parle quand même d'une série, donc il y a le jeu d'acteur qui rentre en jeu, du coup. Et donc, faut quand même que ce soit un minimum bien écrit pour que ça tienne la route. Et je trouve que ça tient la route. Je sais pas si c'est spécialement bien écrit, mais je trouve qu'en tout cas, les dialogues tiennent la route pour que ça fasse réaliste. Elsa. Ce que je trouve bien écrit, c'est qu'il y a énormément de personnages, énormément d'événements, et on comprend tout ce qui se passe. On n'est pas perdu, je trouve, au milieu de cette série. Florian. Je suis entièrement pas d'accord, ni avec Emma, ni avec Elsa. Je trouve Elsa, que Elsa a été surprise, j'ai vu sa tête, Ouais. elle a fait une... Ah non, mais alors là, les dialogues ne tiennent pas du tout la route pour moi. D'ailleurs, dès qu'on démarre la série, c'est marqué, les dialogues sont entièrement fictifs, et je trouve que s'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas, c'est ça. Et ensuite, tu dis qu'on n'est pas perdu à l'intérieur de cette histoire, et je trouve que la construction narrative a changé dans le temps régulièrement. Justement, c'est presque insupportable à regarder parce qu'on se perd tout le temps. Oui. C'est pas comme un temps principal avec quelques petits flashbacks ou quelques petits flash-forward. C'est vraiment des pans entiers de 10 minutes dans une époque, puis de 10-15 minutes dans une autre époque, et à un moment donné, si on n'est pas hyper attentif, on sait plus où on est. Ah bah c'est sûr, faut pas être sur son portable, Florian. Ah non, mais je suis pas sur mon portable. Mais à un moment donné, on sait plus où on est. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, on va 2 mois en arrière, 2 mois en avant pour voir l'arrivée des 2 Hollandais et l'enquête sur leur disparition. Mais à un moment donné, on a un premier retour en arrière, et puis on a encore un retour en arrière pour parler d'une autre histoire, celle de l'histoire de l'américaine, et à un moment donné, on sait plus à quelle époque on est, on sait plus de quoi on parle. Moi, je suis pas spécialement d'accord, parce que là où je trouve que c'est bien construit, c'est que par exemple, quand on revient vers le présent, donc au moment de l'enquête, il y a que les Hollandais qui sont présents, alors qu'à côté, quand on fait un flashback dans le passé, on voit que le personnage du serpent, sa femme, donc je trouve qu'en distinguant et en les mélangeant pas les personnages, on arrive à bien se retrouver. Florian. Je suis pas du tout d'accord, déjà par le fait que Emma dit quand on est dans le présent, le moment de l'enquête, mais on n'en sait rien si c'est ça le présent. Pourquoi est-ce que c'est pas un flash forward ? Non, mais c'est vraiment sincèrement, pour moi il n'y a pas de présent, de passé, de machin. C'est l'histoire pour moi, tu vois. Moi par exemple, je l'ai plus senti comme l'histoire des meurtres, c'est le temps principal, et l'enquête c'est des flash forward. Donc non. Tu vois, on l'a pas senti de la même façon. Moi, je l'ai pas senti non plus ouais. comme ça. Pour moi, c'est on retourne dans le passé, mais parce que j'ai l'impression que la temporalité. Après, moi, j'ai vu les épisodes qui suivent. Dans ce qu'ils nous racontent dans l'épisode 1, ils nous disent 2 mois earlier, 2 mois plus tôt, 2 mois later. Oui, 2 mois plus tard. Donc il n'y a pas de dans les de épisodes temps présent. qui suivent, la temporalité qu'on retrouve le plus et qui se tient et c'est la temporalité des Hollandais. Elsa. Mais je trouve que la série fait un véritable effort à faire comprendre dans quelle temporalité on est quand ils disent 2 mois plus tôt, 2 mois plus tard, et là on comprend 4 mois plus tard 4 mois plus tôt qu'on va parler d'une autre histoire. Ça change en fait à chaque fois. Je suis pas d'accord. Mais très bien, on l'a pas senti de la même façon. Mais pour moi, je pensais qu'on allait parler, rester sur le même arc narratif, mais j'ai pas tout de suite compris qu'on allait partir sur l'américaine. Et du coup, si on n'est pas hyper attentif,
je trouve que c'est un peu fatigant à regarder parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de... Voilà, et si on n'est pas hyper attentif, on décroche assez vite. Après, souvent, moi je trouve que ça c'est bien construit, parce que les cas dont on revient avec les flashbacks font toujours écho au présent, donc au présent du coup pour à la partie de l'enquête menée par donc ce Hollandais, ce troisième secrétaire hollandais. Donc je trouve qu'il y a des liens quand même qui sont tissés et qui nous permettent, je crois que l'idée un peu, moi que j'ai ressenti, c'est une tentative de cerner ce personnage-là à partir justement de cette enquête menée par cet Hollandais-là sur tout son passé, comment se sont faits ces crimes-là et comment fonctionne ce personnage-là. Elsa ? Oui, mais en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que l'enquête rajoute de la tension, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une véritable tension entre le présent et le passé, et on sait que Charles Sobrage va pas rester impuni. Emma, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce premier épisode ? Je pense que c'est une bonne entrée de scène en fait. C'est un bon moyen de comprendre ce qui se passe et ça te laisse en même temps, à la fin de ce premier épisode, il te manque quelque chose donc tu as envie de continuer. C'est là où je trouve ça intelligent, c'est qu'à la fois ça te raconte qu'est-ce qui se passe et en même temps ça te révèle pas tout. Tu te poses encore plein de questions à la fin et c'est ce qui va te donner envie de regarder la suite. Oui, c'est un peu un puzzle, je trouve effectivement. Les pièces, petit à petit, on comprend comment les intentions de chaque personnage, notamment par ces... moi, j'appellerais pas ça des flashbacks parce que j'ai pas l'impression que ce soit... Moi, je suis pas toujours fan de flashbacks, donc là, ça m'a plutôt plu, cette construction qui est en fait juste non chronologique, quoi, qui est un peu... C'est une narration un peu éclatée, quoi. Mais, et pour terminer, Elsa, toi, qu'est-ce qui t'a le plus déplu, vu que t'as un peu défendu auprès de Florian cette... La narration, dans ce premier épisode. Ce qui m'a le plus déplu, c'est quand même le fait qu'il chaque fois il précise 2 mois plus tôt, 2 mois plus tard. Au bout d'un moment, je trouve qu'on comprend, mais par exemple, tu vois, Florian, c'est plutôt nécessaire pour lui. Non, mais c'est pas comme ça que je veux dire. Parce que je suis un peu débile. Il est un peu lent. Non, mais finalement, je croyais, mais finalement, c'est. En fait, voilà, oui. ils ont fait ça pour Florian. Juste pour lui. Non, mais je pense pas être le seul. Déjà parce qu'il y a aussi des critiques qui sont partagées. Elsa le disait, elle a connu cette série-là. En tout cas, elle voulait pas le voir pour une critique négative. Alors moi, à la différence, j'ai entendu que des critiques positives de tous les gens que j'ai croisés. Je n'en ai pas croisé beaucoup, c'était le confinement. Non, mais de tous les gens qui ont pu m'en parler, c'était génial. J'en monte la tête. Aussi. J'avoue que je suis assez circonspect. Mais moi aussi, j'avais entendu beaucoup de bonnes choses, mais bon, voilà. On va revenir tout de suite sur ce débat sur la série là, mais en attendant, je me tourne vers toi, Elsa, afin que tu t'attaques un peu à la production de cette série en nous révélant tous ses secrets. Le développement du Serpent a commencé en 2013, mais la série a seulement été greenlightée en 2017. Le tournage a quant à lui commencé en 2019. La raison de cette attente est que l'équipe créative derrière la série voulait que chaque détail de l'histoire soit le plus avéré possible, par respect pour les familles des victimes de Charles Sobrage. C'est aussi par respect pour les victimes que les scénaristes ne se sont jamais rapprochés du vrai serpent pour lui demander des renseignements. Pour renforcer la véracité du récit, les scénaristes ont alors pu compter sur plusieurs choses. Les interviews de Charles Sobrage qu'il avait données dans les années 70, le fait que le vrai Herman Nippenberg, le monsieur donc de l'ambassade des Pays-Bas, a donné accès à toutes ses archives et documents de presse à l'équipe de production, et il a aussi donné ses propres photos personnelles de l'époque pour aider l'équipe artistique à la conception des décors et des costumes. Le vrai Herman en a aussi profité pour passer sur le plateau de tournage, tout comme la vraie Nadine Gires. La plupart de la série a été tournée aux alentours de la Thaïlande, mais l'équipe de tournage a aussi utilisé des effets spéciaux et des décors construits pour faire apparaître la région comme New Delhi, Katmandou, l'Afghanistan ou encore Paris. Autre info que je donne dans pratiquement toutes mes rubriques depuis le début de l'année, le tournage a subi quelques péripéties puisque l'équipe a commencé à tourner en août 2019, mais a dû s'arrêter après 6 mois de tournage en raison de la crise du Covid. Cette pause n'a toutefois pas eu que des défauts puisque les réalisateurs en ont profité pour regarder les images qu'ils avaient déjà tournées et faire quelques changements afin d'améliorer le script. Par exemple, pour ceux qui auraient déjà vu l'épisode 6, la scène de début avec AG n'était initialement pas prévue. Puisque l'équipe ne pouvait pas retourner en Thaïlande pour finir le tournage, ils ont dû recréer certains décors au Royaume-Uni. Mais outre le Covid, une autre difficulté s'est ajoutée au tournage en Thaïlande. Ce sont les conditions météorologiques. Quelques scènes qui se passent en extérieur ont dû être retournées 3 ou 4 fois. Mais pour ne pas perdre de temps, des scènes en intérieur étaient aussi prévues en cas d'impossibilité de tourner en extérieur. Pour interpréter le serpent, Tahar Rahim a voulu travailler la corporalité du personnage. De ce fait, il s'est inspiré de la gestuelle des serpents et notamment du cobra, car il trouvait que celui-ci avait une stature très hypnotique et froide. Il a aussi décidé qu'il ne parlera à personne pendant les 2 premières semaines du tournage, une manière de se plonger pleinement dans son personnage.
Tahar Rahim trouve aussi qu'il n'a presque rien en commun avec Charles Sobrage, hormis le fait que tous les deux ont dû en mordre afin d'arriver à leur fin. Tahar Rahim venant d'un petit village et d'une famille ouvrière, cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus grands acteurs français actuels. Pour ce qui est des autres acteurs présents dans la série, certains ont dû apprendre une nouvelle langue pour interpréter leur rôle. C'est le cas de Jenna Coleman, que vous trouvez tous magnifique, du coup. Incroyable, magnifique, je t'aime, Jenna. Originaire du nord de la Grande-Bretagne, qui a dû apprendre le français de manière intensive afin de savoir rouler le R à la française. Petit fun fact pour terminer, elle a par exemple mis des mois à apprendre à dire très bien correctement. Merci Elsa de nous apprendre à dire très bien et très bien. Très bien. Très bien, pas évident apparemment pour Jenna Coleman. Est-ce que... Oui Florian, tu veux réagir déjà? Oui, parce que Elsa parlait de Herman Nippenberg, donc le troisième secrétaire dans l'ambassade des États-Unis, et ça a vraiment été l'épine dans le pied de Sobrage toute sa vie. Il a même contribué à sa dernière arrestation au Népal. Aujourd'hui, il a 76 ans, il est remarié, il vit en Nouvelle-Zélande. Mais ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Il a toujours, Nippenberg, évolué dans l'ombre de Sobrage. Il s'est jamais approché trop du tueur en série, et il a toujours réussi par des moyens plus lointain à faire en sorte qu'il se fasse arrêter. Mais il y a ça dans la série, il y a un épisode où effectivement on voit qu'il pourrait avoir l'opportunité de discuter avec lui, on voit qu'il ne le fait pas pour rester un peu dans l'ombre, effectivement, comme tu le dis, du personnage. Est-ce que vous trouvez que cette série est bien mise en scène déjà, Elsa ? Moi j'adore, je trouve ça hyper punchy, il y a des plans serrés, des plans larges, c'est très rythmé, il y a un montage très rythmé aussi, et j'aime bien les couleurs qui sont assez... alors c'est pas fluo, mais c'est hyper voyante, elles sont assez colorées, et du coup, c'est des couleurs, mais mais du coup j'adore parce qu'elles sont très voyantes. Saturées peut-être. Saturées, exactement. Et donc je trouve que ça donne une esthétique un peu chaleureuse que j'aime beaucoup. Emma. Alors moi, il y a plein de trucs que j'aime dans la mise en scène, que ce soit les costumes que je trouve géniaux, enfin les tenues sont super bien, les couleurs effectivement, mais tu disais toi que t'aimais bien l'enchaînement des scènes, enfin les changements de cadrage. Moi au contraire c'est quelque chose qui m'a dérangé parce que c'est pas quelque chose de fluide, il n'y a pas de la répétition. En fait à un moment on va avoir un changement très brutal d'un carré, d'une mise en forme carrée à un plan plus large, et tout d'un coup dans la scène d'après on a un fondu. Pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, on voit parfois des images, un plan par exemple sur un décor qui commence et qui recrée un peu cette qualité des vidéos des années 70-80 et après pour arriver à l'esthétique actuelle, donc il y a des changements de cadrage et de qualité d'image. Florian, tu voulais réagir ? Ouais, je suis assez d'accord avec Elsa sur le fait que la série elle est colorée, elle est lumineuse, et je pense que justement ils ont fait ça pour être en parallèle, en contradiction avec l'histoire de Charles Sobrage qui est très noir, donc justement ça marche bien, on se sent assez dépaysé, les couleurs sont vives, elles sont chaudes, ça rappelle effectivement ce qu'on peut voir en Thaïlande. Il y a la beauté des reliefs népalais qui sont traversés par Charles et Agé un petit peu plus tard, et je trouve que la série elle restitue bien aussi l'ambiance des années 70, que ce soit en termes de costumes ou même en termes de musique qui peut accompagner toute la série, que ce soit ce qu'on appelle la diégèse, ce que les personnages entendent réellement, ou la musique qui est mise pour accompagner la série, mais la musique que les personnages n'entendent pas. Ouais. Exactement. En revanche, tout comme Emma, la mise en scène, je la trouve forcée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça me refait penser à des séries, comment on appelle ça, les Feux de l'amour, des choses comme ça, des soap opéras, avec des gros plans, enfin pas des gros plans, mais des zooms justement sur les visages pour s'arrêter sur l'expression de quelqu'un, mais de façon très, très artificielle. Enfin, en tout cas, on n'a plus l'habitude de ça. Ça, à l'inverse, j'ai trouvé ça super bien parce que c'est représentatif d'une époque. C'est vraiment une mise en scène, les gros zooms sur les visages comme ça, c'est très années 80, 70, et ça, je trouve ça intelligent. Moi, c'était vraiment plus le changement de plan que je comprends pas. On dirait qu'il a voulu essayer tous les changements de plan possibles. Je dis, j'aime bien là, et le problème, c'est que il a tout mis. Ok, c'est marqueur d'une époque, et peut-être que justement ils ont voulu rester fidèles à cette époque en reprenant le même genre de mise en scène, mais comme on n'y est plus habitué, ça nous fait un peu tiquer, et ça nous fait, enfin en tout cas moi ça me fait un peu sortir de l'histoire parce que je le remarque, c'est-à-dire que ok c'est peut-être fidèle, mais
ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème parce que ça me fait sortir de ce que je regarde. Elsa. Mais tu parlais de la reconstitution de l'époque. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait très moderne et pas du tout caricaturale, cette reconstitution, comme on peut voir dans d'autres films. Où... Moi, par exemple, je trouve le cliché de la caricature pour représenter une époque des années 70, c'est que les mecs, ils mettent les pieds sur la table, ils fument tout le temps, ils ont une grosse voix. Et là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans... 70's Show. Ouais. On n'est pas du tout dans ce cliché-là. Je trouve que c'est hyper... Les personnages sont très nuancés, tout comme le jeu, alors que d'habitude, c'est un peu bourru. Et là... Bah, il n'y a pas trop cet aspect comique qu'on va retrouver dans les séries des années 70, par exemple. Ouais, mais par exemple, je parle comme un film de Patagon's Paper, qui est une reconstitution, pareil, des années 80. Oui, ça Et va. je trouve que Tom Hanks, par exemple, il joue comme un... comme un bourru. Ah bah dis donc, Elsa, ça Comme un taille. bourru. Bisous. Non, mais Elle est tous les partie mecs sur jouent une comme autre des critique. bourrus, ou Argo, pareil, tous les mecs jouent comme des bourrus. D'accord, bon bah Elsa est partie sur les films. Mais, pardon. revenons au serpent. Est-ce que c'est donc la reconstitution vous plaît quand même plutôt en général, et est-ce que cette interprétation de Taharim en Charles Sauvage vous plaît aussi? Est-ce qu'il est crédible, Florian? Moi, j'ai pas été particulièrement touché par l'interprétation de Taharim parce que dans tout ce qu'on peut lire sur Charles Sobrage, entendre, etc., on nous dit que c'est un personnage qui est très séducteur et qui arrive à embobiner n'importe qui à qui il parle. D'ailleurs, je prenais cette citation tout à l'heure dans les origines en disant: dès que je peux parler à quelqu'un, ça veut dire que je peux le manipuler. Donc c'est quelqu'un qui... Je ne comprends pas ce que tu expliquais de dire je ne vais parler à personne pendant 2 semaines pour me mettre dans le rôle, alors que... Mais je vais pas me comparer à Taharim, hein, c'est un immense acteur. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça pour un personnage qui, justement, est censé être un manipulateur qui, en parlant aux gens, arrive à leur faire ce qu'il veut. Je trouve qu'il y a un truc qui est complètement antinomique. Moi, je suis pas d'accord parce que ça donne un peu cet aspect parole sainte. Il parle peu, mais il parle bien. Il y a ce côté-là. Le fait Je trouve qu'il parle pas bien. on n'entend pas sa voix pendant 2 semaines, bah à côté, du coup, dès qu'il va se mettre à parler, ça va être un peu vu comme le truc précieux parce que moins on en a, et c'est la nature humaine qui est un peu comme ça. Si moins on en a, plus on en veut. Mais quand on regarde que cet épisode 1, je vous pose une question vraiment très sincère, naïve. Quand on regarde juste l'épisode 1, j'ai pas vu la suite, donc peut-être que ça se décante par la suite, mais on nous décrit cet homme-là comme quelqu'un donc, qui peut embobiner n'importe qui, qu'on suivrait pour faire n'importe quoi. Il arrive à avoir des complices, il arrive à trouver des victimes, et beaucoup en plus. Est-ce qu'en voyant ce personnage-là, vous avez envie de le suivre n'importe où? Moi, je le trouve complètement chelou, ce mec, et j'ai envie qu'il soit le plus loin de moi possible. Il est hyper bizarre. Emma. Après, peut-être parce que t'es pas aussi sensible que les gens et que t'as cet aspect extérieur du public, on va dire. Là, moi, je trouve que son aspect manipulation se ressent plus par les personnages secondaires. Par exemple, on prend cette scène dans ce premier épisode où, du coup, Charles Sobrage essaye de convaincre ce jeune hippie thaïlandais de faire partie de son commerce de diamants, etc. Il veut bien, il est complètement partant. Il est hollandais, c'est ça, ouais. C'est le hippie qui est en Thaïlande, qui l'héberge chez lui au final. Et quand c'est la Jenna Coleman qui va voir la fille, ça se passe pas du tout pareil et la fille refuse. C'est là où je vois la différence. Moi, je trouve dans les réactions des personnages secondaires, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui arrive à convaincre en quelques mots. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui va pour convaincre, ça marche pas du tout. Ouais, mais pour le coup, je suis un peu d'accord avec Florian parce que même s'il y a une ambiguïté, parce que Taharim dans ce rôle, je le trouve hyper charismatique et terrifiant. Et effectivement, ça va pas du tout avec le côté manipulateur et peut-être accueillant qu'il peut avoir pour manipuler les gens. Parce que franchement, cette première image de lui à la télévision qu'on voit dans l'épisode 1, moi j'ai regardé ça la nuit, là, j'étais flippée. Hein. Non mais je suis d'accord, oui, je rejoins l'idée qu'il est plus terrifiant que charismatique et envoûtant, quoi, Florian. Pour répondre juste à ce que disait Emma, par rapport aux victimes... quand tu racontes ça, le fait qu'avec leur réaction, ils arrivent à se laisser convaincre en peu de mots, ok, mais j'y crois pas en fait. Pour moi, les victimes, elles sont vraiment toujours soit trop naïves, les complices, ils sont un peu sans âme. Je trouve que les persos sont tous un peu fades, et donc j'arrive pas à croire au fait qu'ils se laissent embobiner avec si peu de mots. Il doit avoir vraiment 5 répliques dans l'épisode 1. Taharim et pour moi ça marche vraiment pas, quoi. Emma. Alors 2 choses, la première c'est très révélatrice d'une époque aussi, hein. On est nous dans une époque où on est très craintif, on a peur de tout et on ne croit personne.
fut une époque, donc dans les années 70-80, on croyait un peu tout le monde parce que c'était tout le monde le peace and love, tout le monde s'aime, tout et le puis monde là c'est des hippies, c'est en Thaïlande, ils sont en voyage, c'est un autre tous naïfs. Oui, d'accord. Ils ferment pas la porte de chez eux, tout ça, il y a des... Oui, d'accord. Deuxième chose, c'est ce que je disais sur la parole un peu sainte. Il a que 5 phrases, mais 5 phrases qui marchent derrière. Enfin, il n'a pas que 5, mais il parle très peu, mais c'est des phrases qui ont quand même de l'impact sur la suite. Et le peu de fois où il parle, il se passe quelque chose derrière. Et pour ça, je trouve qu'il y a de l'influence. Il y a aussi toute cette partie-là, on le voit avec le personnage de Dominique, qui est donc un autre Français qui l'héberge. Il y a toute cette partie où il s'arrange pour que les personnes lui soient redevables de quelque chose. Il n'y a pas que ce charisme envoûtant, il s'arrange pour les mettre dans une situation où soit les rendre malades, et du coup, voilà, pour avoir une emprise sur eux, et pas seulement il y a une emprise psychologique qui vient du vrai Charles Sobrage, évidemment, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est peut-être cette partie-là que tu minores un peu dans ton propos, Elsa. Mais il y a peut-être aussi un côté intriguant de la part, par exemple, des hippies. Ils disent un peu qui est cet homme, peut-être, comment je vais le suivre pour mieux le connaître, mais c'est vrai que je les trouve un peu naïfs, mais comme tu dis, c'est peut-être révélateur d'une époque aussi. De différentes époques, c'est possible. Mais bon, pour faire un rapide point sur les autres acteurs, est-ce que vous avez été impressionné par d'autres interprétations ? Est-ce qu'il y a des acteurs au contraire qui vous ont plu, déplu, Elsa ? Jenna Coleman aussi, elle m'a fait peur un peu. Quand elle s'énerve contre la hippie hollandaise pour lui dire non mais si, il faut que tu acceptes de faire les pierres précieuses, elle m'a fait un peu... Moi je la trouve très forte parce qu'elle a un personnage qui est très ambigu et je trouve qu'elle arrive vraiment à interpréter. Des fois on a un peu de pitié pour elle, des fois au contraire on se dit que vraiment, vous allez voir dans la suite, pour ceux qui... moi j'ai avancé dans cette série-là, il y a des choses où vraiment c'est elle qui prend quasiment l'initiative de mettre justement dans le piège, dans le nid du serpent des victimes qui n'ont rien demandé. Et des fois au contraire, on a l'impression que c'est elle qui est la victime de Charles Sobrage. Donc elle a un personnage qui est très ambigu, qui est très intéressant. Je trouve qu'elle y arrive bien. Après, est-ce qu'elle réussit son accent ou pas, son accent français, je ne sais pas. Spoiler, non. Bon, de base, elle est québécoise, oui, normalement. Mais les Québécois, ils n'ont pas cet accent non plus. Ils n'ont pas trop cet accent non plus, mais effectivement. Mais... Je trouve ça fou. On a de super acteurs français, même des super acteurs québécois. Ouais. Qu'est-ce qu'on va... Alors, Dieu sait que j'aime Jenna Coleman. Moi, je peux la voir dans tous les films, je serais heureuse. Mais Tom Hiddleston ou Jenna Coleman ? Tu dois choisir. Les deux ensemble. Okay. Les deux ensemble. Ah non, pas elle en couple avec. Non, dans le même film, dans la même série. Elsa. Mais ça peut s'expliquer par le fait qu'à la base, donc la série, ça a été diffusé sur la BBC, donc ils voulaient un casting anglophone, même s'ils ont pris Tahar Rahim pour jouer Charles Sobrage. Oui, je pense qu'il y avait aussi un côté marketing d'avoir un Français pour jouer le tueur en série français. Vas-y, je t'en prie. Et pas n'importe lequel. Non, mais par exemple, prenons l'exemple de The Boys. Ils ont un personnage en français, ils sont pas foutus de prendre un acteur français. Enfin, c'est vrai parce que c'est pas un personnage réel. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il est pas crédible en français dans The Boys. Mais oui, mais c'est un personnage fictif, alors que là c'est un personnage réel. Oui. Et moi, sur la performance de Jenna Coleman, effectivement, elle joue bien l'ambiguïté, mais c'est le rôle que je trouve mal défini. Parce qu'encore une fois, quand on regarde ce qu'on connaît de l'histoire réelle, on connaît pas vraiment quelle est la part d'ambiguïté de ce personnage entre complice et victime. Donc ni dans un sens ni dans l'autre. Peut-être qu'on est juste pile au milieu, peut-être que la série retranscrit bien ça, mais moi j'ai du mal avec cet épisode 1 à croire vraiment à son côté trop victime. C'est pour ça que regarde la suite, parce que la suite on voit que c'est un personnage qui évolue toujours un peu entre ces deux. Des fois elle est vraiment totalement victime. Non, je ne regarderai pas la suite. Alors on n'est pas du tout au moment du cliffhanger. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu me dis regarde la suite, là tu me donnes des ordres. Non, tu me dis pas quoi faire. Bon, passons à la suite justement. Emma, je me tourne à présent vers toi pour que tu nous parles un peu plus de ces séries qui sont inspirées de faits réels. Il est donc l'heure du focus d'Emma. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon petit plaisir, ce sont les séries inspirées de faits réels. Ça doit être mon côté sadique qui ressort, mais savoir que la série comporte des événements qui se sont réellement passés, je trouve que ça rajoute un charme. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs dans cette série, Le Serpent. C'est pour ça que je trouve que la série, en fait, elle a ce charme, ce petit truc en plus, parce qu'on sait que tout ce qui s'est passé, tout est vrai. Et c'est comme de nombreuses séries. Mais vous allez me demander, et je pense surtout toi Florian d'ailleurs, comment... Merci Aurélien de casser mon truc. Je me répète, mais vous allez me demander, mais comment des séries, donc de la fiction, peuvent-elles s'inspirer de faits réels ? Attends, j'ai une question. Comment la série, elle s'inspire de faits réels ? Attends, Florian, j'ai une question. D'après toi, Emma, comment des séries, donc de la fiction, comment est-ce qu'elles arrivent à s'inspirer de faits réels ? L'enfer. Je te remercie de poser cette question, parce que c'est tout le sujet de mon focus d'aujourd'hui. Voilà, tu vois. C'est fou quand même, les grands esprits se rencontrent.
Si on s'attarde tout d'abord aux personnages, je pourrais vous prendre comme premier exemple Dexter. Ça en surprendra plus d'un, mais cet autre tueur en série a bien existé. Il s'appelle Manuel Pardo Jr. et était lui aussi policier de jour et tueur de nuit. Il sera finalement condamné à mort et exécuté pour le meurtre par balle de 9 dealers de drogue à Miami dans les années 80. Faisons maintenant un bond dans le temps avec la série American Horror Story, qui reste une véritable mine de faits divers. On peut dire qu'en termes de tueurs en série, Ryan Murphy s'y connaît. Et pour cause, saison après saison, la série s'inspire de faits divers et de tueurs bien réels. Par exemple, Delphine LaLaurie, incarnée par Katie Bates dans la saison 3, a bien existé et a bien torturé ses esclaves dans son grenier. Un peu plus tard dans la saison 9, intitulée 1984, le Night Stalker fait directement référence à Richard Ramirez, condamné à mort pour 11 viols et 14 meurtres à la fin des années 80. Et je peux vous assurer que la liste est encore longue. On ne s'inspire pas seulement des tueurs, mais aussi de leurs enfants. Dans la série Prodigal Son, une série où l'on suit la relation complexe entre l'enquêteur Malcolm Bright, interprété par Tom Payne, et son père Dr. Martin Whiteley, lui interprété par Michael Sheen, un tueur en série surnommé le chirurgien. Ici, les scénaristes se sont inspirés du témoignage de la fille du tueur Happy Face, le tueur au smiley qui a fait 8 victimes, sur ses rapports avec son père et son traumatisme. Je peux vous assurer que les séances de psy ont dû coûter très cher. Et enfin, une série qui ne s'inspire pas d'un, mais de 3 tueurs pour n'en créer qu'un seul, Hannibal Lecter. En effet, Thomas Harris l'a créé en s'inspirant de Ed Gein, Ted Bundy et Gary Michael Ednick. Il a compilé les pires traits de caractère de ces criminels pour en faire Hannibal Lecter, psychiatre de génie, cannibale tueur amateur de musique classique et de bon vin. La particularité de la série Le Serpent, c'est qu'elle ne fait pas que s'inspirer, on raconte réellement toute l'histoire du personnage de Charles Sobrage. Tous les moindres détails sont respectés, de ses origines métisses à ses procédés, mais aussi les personnes rencontrées, les victimes. Pour qu'une série semble réelle, il faut que l'histoire dont on s'inspire soit bien respectée. C'est un élément essentiel pour la vraisemblance. C'est ce que tente de faire Le Serpent comme d'autres séries. On retrouvera aussi cela dans la série Mindhunter, qui raconte littéralement l'histoire des tueurs. Ce n'est pas vraiment une surprise parce que la série produite et parfois réalisée par David Fincher est l'adaptation des livres Mindhunter, où on rentre dans la tête d'un profiler et du tueur en face de lui. On notera donc que les agents du FBI à l'origine du profiling ont bien existé, tout comme les tueurs en série qui auront plaisir de rencontrer et d'être interrogés en prison, que ce soit Edmund Kemper, BTK, le fils de Sam, etc. Dans un sujet plus sensible mais qui est très important, il y a aussi la série Unbelievable qui raconte le destin croisé de Mary, jeune étudiante accusée d'avoir inventé son agression sexuelle, ainsi que de 2 femmes flics enquêtant sur une série de viols. Il s'agit d'une histoire vraie, relatée dans un article primé. Mark Patrick O'Leary, ancien militaire, a été arrêté et condamné pour 28 chefs d'accusation de viol à 327 ans et demi de prison. Sachez que dans toutes les séries de crimes que vous pourrez regarder, même les plus fantastiques, il y a toujours au final une part de vérité qui s'y cache. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai que par exemple, je ne savais pas du tout pour Dexter que c'était inspiré d'un véritable policier. Mais première question, est-ce que justement, est-ce qu'il est réussi cet aspect proche du réel et quasiment en fait quasiment documentaire ou pas? Est-ce qu'on en est un peu loin, Elsa? Non, moi je trouve pas. J'ai eu l'impression que c'était un peu de la fiction. Déjà, tous les dialogues sont inventés. À partir de là... Après, c'est très dur de retrouver les vrais dialogues qu'ont pu avoir les personnages entre eux. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu une vraie aussi documentation pour essayer de représenter ça le plus fidèlement possible. Mais moi, même comme c'est mis en scène, etc., je trouve que il y a un côté divertissement qui est très très présent dans cette série et du coup le côté réel est loin je trouve de ce qu'ils veulent représenter. Mais c'est quand même assez fou en fait ce personnage qui a une vie assez incroyable et c'est peut-être ça, non, je sais pas si c'est le cas pour vous. Moi j'ai eu l'impression qu'il y a aussi ça où je me suis dit mais c'est pas possible, il a quand même pas pu faire tout ça. Et en fait j'ai l'impression que si, puisque vraiment il s'inspire vraiment du réel, parce qu'on voyait ce que tu nous racontais Florian, comment droguer, faire une soirée en prison et droguer les gardiens pour s'échapper. Elsa, mais d'ailleurs il y a des faits que Charles Sobrage a fait dans la vraie vie qui n'ont pas été mis dans la série parce qu'ils se sont dit non c'est pas possible, les spectateurs ne croiront jamais à ça. Et notamment si je me trompe pas, la scène la soirée qu'il a fait en prison où il a drogué le gardien. Oui, pour l'instant, moi j'ai pas fini, mais c'est pas dans la série pour l'instant. Donc, mais oui, c'est fou quand même. Ça a l'air de pas être abordé cette partie-là, effectivement. Je crois qu'il se concentre vraiment sur la période 75-77, donc c'est juste en 2 ans, il a commis je ne sais combien de meurtres. Et j'ai l'impression que les 8 épisodes sont surtout concentrés là-dessus. C'est un peu, ça dépasse en fait quasiment la réalité quand on pourrait ne pas y croire. Et est-ce que cette série elle souffre un peu on voit quand il y a des films qui sont des biopics,
y a quand même des éléments qui reviennent souvent, puis ça peut être chiant, ça peut s'essouffler, oui, voilà, parce qu'ils sont un peu obligés de respecter la réalité, ils sont un peu coincés dans le genre du biopic. Elsa, toi, pour ça, moi je trouve pas, parce que de par la mise en scène qui est très punchy, il y a beaucoup de rythme et c'est très bien mis en scène, donc à partir de là, je trouve que pour moi, je me suis pas ennuyée devant ce premier épisode, j'ai eu envie d'en savoir plus, mais moi j'ai quand même une question un peu éthique qui se fait, c'est qu'on entend beaucoup, par respect pour les victimes, etc., on veut pas parler au vrai Charles Sobrage, mais en fait la série elle est très en mode divertissement, et presque, je trouve dans ce premier épisode, il y a un côté un peu... voyeuriste. Ouais, exactement. Voyeuriste macabre, ouais. Je suis d'accord. Emma aussi. Moi, à l'inverse, ce qui me choque plus, c'est qu'on a un peu une glorification qui se fait de ce personnage, du coup, et là, je trouve que ça peut être un manque de respect pour la famille des victimes, parce que, et c'est ce que fait beaucoup le cinéma et les séries, c'est que on glorifie un peu des gens qui ont commis des crimes. Que ce soit avec Hannibal Lecter ou Dexter, ce sont des personnages qu'on finit par s'y attacher, et c'est des anti-héros. Et il y en a, Dexter, encore on peut lui trouver l'excuse que il tue des gens qui sont mauvais. Ouais, le serpent, il y a... Je suis pas sûr qu'on s'y attache tant que ça. Vous y attachez beaucoup au personnage. Moi, je trouve que j'ai une fascination. Exactement, il y a une voilà, fascination morbide, je trouve. Ah oui, c'est ça. Et je suis d'accord avec les filles sur le fait que les séries, le cinéma font beaucoup ça. La télé l'a fait aussi. Et on commence un tout petit peu à avoir compris qu'il fallait plus faire ça et à changer de braquet. Par exemple, en 2001, tout le monde se rappelle d'Oussama Ben Laden. En 2015, tout le monde se rappelle des frères Kouachi. Aujourd'hui, on parle d'abord de Samuel Paty, par exemple. Je pense que personne ne se rappelle vraiment quel est le nom de l'assassin de Samuel Paty. On est en train de renverser les choses en télévision, en flux, en info, etc. Et je pense que ça finira par suivre. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté fascination morbide et glorification des tueurs. Pas que dans cette série effectivement, mais dans plein d'autres œuvres, il y a ça et c'est un peu dommage. Elsa. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui aurait été intéressant, c'est de voir tout le côté du côté des familles des victimes, justement, comment est-ce qu'ils appréhendent cette enquête de loin. D'ailleurs, dans les films et les séries, tu vois rarement le point de vue de la famille des victimes. Alors là vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être beaucoup trop de personnages avec si on rajoutait la famille des victimes. Oui, mais ils auraient pu prendre ce point de vue-là, peut-être. Enfin, mais après, ça aurait moins été... Je sais pas. Ah bah, d'accord. Voilà. Elsa, elle veut retravailler le scénario avec les scénaristes. Voilà, allez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'elle. Ah bah vas-y, oui. Oh là, ça fait mal. Non mais c'est pas ça, mais tu parlais tout à l'heure de défauts liés à des biopics. Et Elsa le disait, les dialogues sont tous inventés et c'est un vrai problème parce qu'ils sont vraiment trop lents, trop superficiels. Moi je trouve qu'il y a des énormités, parfois on n'y croit pas. Et au niveau de l'écriture, c'est hyper tordu, fouillis. On en parlait au début sur la temporalité. Donc de ce point de vue-là, j'aurais préféré qu'ils aillent dans la facilité du biopic à faire quelque chose de chronologique, mais qui soit au moins sur des rails. Chronologique, ça n'empêche pas que les dialogues soient inventés dans la majorité, à part. Oui, je suis d'accord, mais au moins avant de casser les codes, qu'ils sachent les faire correctement. Ah d'accord, ok. Non mais je suis un peu dur, non mais je suis très dur même. Mais vous aimez les séries inspirées de faits réels? Toi Emma, dans ta partie on a compris que oui, mais toi Florian par exemple. Oui, j'adore les séries, j'en parlerai tout à l'heure dans les recos. Oui. J'adore les séries inspirées de faits réels parce que ça me permet après l'épisode d'aller regarder. Quand j'ai regardé The Crown, j'ai regardé une vidéo après sur les quelques petits points qui ont été inventés par les scénaristes. Je me rappelle de cet épisode dans la saison 1 avec le brouillard, bref, on parle pas de ça pour l'instant, mais et j'aime bien du coup aller vérifier et apprendre des choses. Elsa, oui. Je suis comme Florian, moi j'aime bien aussi les faits réels parce que c'est des gens que je connaîtrais pas sinon de base. Par exemple, Charles Sobrage, je connaissais pas son histoire, mais donc voilà, moi j'aime bien. Florian, une dernière chose. Ouais, surtout, je me pose la question de si ce n'était pas un fait réel, est-ce que cette série aurait existé? Est-ce que vraiment on aurait porté de l'attention à cette histoire-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu cette fascination sur ce tueur en droguant des gens dans l'Asie, etc. C'est le fait que ce soit vrai en fait qui rend ça d'autant plus fou. Non mais d'autant plus fou, mais fou, on a vu pour ces séquences. C'est surtout que je pense que si quelqu'un était arrivé avec ce scénario-là devant Netflix pour montrer en lui disant je vais faire une histoire sur un tueur en série dans les années 70 qui drogue des hippies et qui les tue, je pense que tout le monde s'en fout. D'accord. Je pense que ça n'aurait pas vu le jour. Ouais, je suis d'accord. Bon, avant le cliffhanger justement dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut continuer ou non à regarder Le Serpent, on verra aussi s'il y a des alertes coup de gueule ou des alertes coup de cœur au contraire. Je vous propose qu'on passe un petit peu par les recos de Flo. Il est donc l'heure des recos de Flo justement.
Alors dans son focus, Emma a déjà parlé de beaucoup de séries inspirées de faits réels, donc je vais aller un petit peu plus vite. Si ce que vous avez aimé en regardant Le Serpent, c'est de voir une série inspirée de faits réels très connus, alors pas forcément morbide, vous pouvez évidemment regarder The Crown dont on vient de parler sur l'histoire d'Elisabeth II et de la famille royale britannique depuis les années 1930-1940, avec des dialogues qui certainement aussi sont entièrement inventés, mais qui à mon humble avis sont beaucoup plus intéressants. Vous avez aussi Tchernobyl, qui était une mini-série qui est passée la saison dernière, il me semble, où il y a 2 saisons sur Netflix. Oui, il y a sur OCS. Sur OCS, pardon. HBO aux États-Unis. HBO, OCS en France. Et M6 bientôt. Voilà, et donc Tchernobyl qui raconte, spoiler, l'histoire de Tchernobyl. L'histoire de Tchernobyl et de cette centrale nucléaire. Vous avez aussi American Crime Story, la première saison qui était sur le procès d'O.J. Simpson, qui est justement vraiment la retranscription de ce qui s'est passé sur ce procès qui est encore aux États-Unis, une plaie ouverte avec ce que certains pensent être un déni de justice. Si ce que vous avez aimé en regardant Le Serpent, c'était d'avoir une série centrée sur un psychopathe, eh bien vous avez d'autres séries qui font la même chose. Vous avez par exemple Dexter ou Hannibal dont a parlé Emma. Vous avez aussi You, la série qui suit ce personnage qui était lui-même dans... Comment ça s'appelle ? Gossip Girl, merci beaucoup, et qui joue un détraqué. Vous avez Bates Motel que j'adore, qui raconte l'enfance de Norman Bates, le héros de Psychose de Hitchcock. Vous avez encore une fois American Crime Story, cette fois la saison 2, c'est The Assassination of Gianni Versace. Et donc vous avez tout ça, et pour faire un très très rapide parallèle sur le cinéma, je vous conseille de voir ou de revoir Les Incorruptibles, avec l'histoire d'Eliot Ness qui est après Al Capone, et ça me rappelle vraiment ce duo Eliot Ness-Al Capone qu'on peut voir entre Charles Sobrage et Nippenberg, le Hollandais. C'est un excellent film. Emma, rapidement. Oui. Eh bien, sachez que Bates Motel aussi, l'histoire du personnage, c'est inspiré d'un personnage réel. Voilà, oui, c'est tout. Tout à fait. Je crois justement que c'est Ed Gein en fait que tu as cité tout à l'heure pour Hannibal Lecter. Je crois qu'il a aussi inspiré, sauf si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est aussi pour Psycho. C'est un personnage en fait qui a inspiré plusieurs autres personnages fictifs. Mais bon, il est donc l'heure tout de suite du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder la série Le Serpent, Elsa Morel ? Bien, pour moi, c'est un oui. Je trouve que la série, c'est punchy, c'est prenant, c'est moderne, Taharaim et hypnotique. Et moi, j'ai envie de savoir la suite, donc ouais. Elsa, c'est un oui. Emma ? Moi, je sais pas. Je suis un peu de marbre face à cette série. J'ai aimé ce premier épisode, même s'il est un peu long. Techniquement parlant, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Mais je pense qu'il y en a qui vont aimer. Donc oui pour certains, non pour d'autres. Mais toi, tu continueras à regarder ou pas la série ? Je pense que oui, j'ai envie de voir qu'est-ce qui a autant plu en fait aux gens. Toi, c'est oui, d'accord. Et pour Florian ? Elsa disait que Taharaim était hypnotique, moi je trouve qu'il était soporifique, et pour ça, je vais mettre une alerte coup de gueule. Oh, attention ! Non, ça va pas, j'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi ? Trauma. C'est l'alerte coup de gueule. Hein. Soporifique, je force le trait exprès, je le pense pas réellement, c'est un immense acteur, Taharaim. Au-delà de ça, c'est vraiment juste le rôle et la série qui m'ont déplu. Je trouve que la déception, elle vient de l'attente, donc je suis un peu déçu parce que je la trouve vraiment surcotée, au vu de l'épisode 1 en tout cas, parce que moi j'ai vu que ça, donc peut-être que voilà, ça va s'améliorer par la suite, mais au vu de l'épisode 1, je trouve ça extrêmement surcoté. Charles Sobrage, il est décrit par tous comme une personne séductrice qui embobine tout, n'importe qui. Or, Taharaim, il dit 4 mots dans le premier épisode et il est hyper flippant. L'esthétique et les dialogues, c'est pas du tout à mon goût, mais malgré cette alerte coup de gueule, je vais continuer parce que j'entends tellement de gens dire que c'est génial, que c'est une tuerie, que j'aimerais comprendre pourquoi ils disent ça. Donc j'espère que ça va pas être un syndrome Casa de Papel où je me suis tapé les 2 saisons pour à la fin me dire mais en fait oui, j'ai toujours trouvé ça nul, je trouve toujours ça nul. Des fois tu comprends pas. Non mais ça c'est juste un problème. Hein. Non, je suis désolé, en termes de construction je préférais 24. Bref, il y a peut-être mieux à voir par la suite, je vais continuer mais je suis hyper sceptique. Très bien, bon me concernant, moi j'ai beaucoup aimé, moi je vous conseille de regarder cette série là, c'est fou de voir qui est ce personnage là, de voir cette trajectoire là, cette histoire là qui dépasse parfois ce qu'on peut imaginer, et voilà, et je trouve que Taharaim est très bon.
bon. Jenna Coleman aussi. Il y a un casting qui est très réussi et ça fonctionne bien. C'est bien mis en scène, c'est bien réussi. C'est vraiment une bonne mini-série réussie de Netflix. Rapidement, c'était bien de le faire en mini-série d'une saison ou quasiment ça aurait mérité d'être développé sur une deuxième saison par exemple. Mais la même histoire, tu veux dire ? Oui, oui, la même histoire, ou alors continuer les histoires de Charles Sobrage, Elsa. Alors je connais pas assez l'histoire vraie, mais non, une mini-série ça met de la tension, moi j'aime beaucoup. Mini-série, toi ça te suffisait comme le jeu de la dame, Emma ? Pareil, mini-série, s'il doit y avoir une saison 2, je pense que ce serait plus sur les procès, enfin plus témoignage dans ce cas-là. D'accord, et Florian ? Moi ça me suffit aussi parce qu'on était en train de dire qu'on allait vers la glorification des tueurs. Je pense que faire encore une saison là-dessus, c'est encore lui donner beaucoup plus d'importance. C'est vrai, c'est très bien. Bon là, vous avez notre avis général. On vous recommande plutôt, j'ai l'impression quand même dans l'équipe, malgré une alerte coup de gueule de Florian, de regarder cette série-là. En tout cas, faites-vous un avis et dites-nous sur les réseaux sociaux avec le @épisode1 podcast ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette série-là. Mais restez avec nous car on va se mettre un peu au défi pour terminer cet épisode en beauté avec un blind test série. Vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis, tenter de vous mettre au défi en reconnaissant aujourd'hui c'est des répliques cultes de séries en VF, évidemment pour compliquer un peu la chose. Il est donc l'heure de se challenger avec le terrible blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Ça va, tout le monde accepte ce challenge lancé par Barney Stinson de How I Met Your Mother, qui aura le droit d'ailleurs à un spin-off tout à fait que l'on traitera avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai donc dit c'est un blind test spécial réplique culte de série en VF. Vous me dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, réplique culte de série en VF. Tout à fait, exactement. Les répliques de série culte en VF. D'accord, ok. D'accord. Les répliques sont pas forcément cultes, mais allons-y. On commence avec celui-là, par exemple. Cette lingerie à la fraise, vous l'avez en petite taille ? J'ai Elsa. Une nounou d'enfer ? Une nounou d'enfer, exactement. Bravo. Elle a reconnu Fran, la célèbre fan du nounou d'enfer. T'es trop un point forte. pour Elsa. Je suis en train de rattraper. Oula, Emma. peut-être que le trône d'Emma vacille. Je Attention. n'y crois pas. On continue avec celui-là. Formé. Ouh, des brownies. J'en prends 2. Je les couperai en tout petits morceaux et je les grignoterai après le travail. Je trouve ça beaucoup plus sain. T'en prends 2 ? Oui, mais il y en a un pour Toby. Ah oui. Et pourquoi tu ne lui envoies pas au Costa Rica ? Je préfère aller le lui donner en personne. C'est ça, bizarre. Personne pour Pourquoi vous l'instant. dites bizarre ? Elle a dit qu'elle lui donnerait en personne. Ça paraît assez logique, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Personne. Toby retravaille ici. Oh, arrête, tu imagines ça ? Non. Vous êtes pas au courant ? Au courant ? De quoi ? Allez donc faire un petit tour dans les bureaux, là-bas derrière. Et regardez s'il est là, si vous voyez Toby. Oh, ce serait l'horreur. J'ai. Vas-y, Je vais aller voir, je joue le jeu. Elsa. The Office ? The Office, exactement, avec la version américaine, avec j'ai oublié Steve Carell, qui a peu du temps un peu à reconnaître. Ouais, ça vous a c'était pas. un bout que j'ai La raté, VF. Là, c'est la VF, effectivement, ça complique un peu les choses. On continue avec celui-là. Le foaming en plein milieu de la vitrine. C'est de la camelote, il y a des enfants qui jouent à Colin Maillard dessus. Bon, je vous explique. Colin Maillard, ça vient du nom d'un maçon qui, au Xe siècle, décide de partir au Je crois que c'est Elsa juste avant toi, Florian, désolé. HPI ? Oui. HPI, exactement. je l'avais. Elsa, très en forme, là. 3 points pour Elsa pour l'instant. Emma, petite forme, même zéro Mais forme, oui, on je- peut le dire. HPI, Audrey Fleurot, exactement. On est déjà à l'avant-dernier, c'est parti. Les routes enneigées, les postes frontières qui bloquent les J'ai- livraisons. Elsa. Non, Snowpiercer ? Non, pas Snowpiercer. Camelot. Camelot, exactement. Eh oui. 3 pour Elsa, 1 pour Florian. Je pouvais pas ne pas l'avoir celui-là, c'est pas possible. C'est Camelot quand même. Et enfin, on est parti pour le dernier. Et dernier petit conseil. Courez. Courez, espèce de petit malin. Et souvenez-vous de moi. Je ne sais pas où je suis. Clara ! Je sais juste que je cours. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies dans 1000 endroits. Ça réfléchit. Je viens au monde, je vis, je meurs. Et J'ai- le docteur est... J'ai Doctor Who. Doctor Who, exactement. bien joué. Deuxième point pour Florian sur Doctor Who. 0 point. Mais alors, J'aurais- très Non, mais petite c'était forme pas- aujourd'hui. ouais, J'ai c'était failli pas avoir pour moi. HPI, j'aurais gagné. Ah ouais, Ouais, ça s'est ça joué s'est de joué, peu entre Elsa et Florian. 3 points pour Elsa, 2 pour Florian. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à marquer des points, en tout cas à identifier ces extraits-là, peut-être plus rapidement, notamment pour The Office, peut-être Doctor Who aussi, où ça a pris un peu de temps. Voilà, je l'ai pas dit, mais cette victoire-là, Elsa, te permettra de choisir un Oui. épisode qu'on traitera
Enfin. Une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Il y a Emma qui me méprise. Ah, il y a un petit mépris là, mais bon. Je vous ai laissé gagner. Quand on fait 0... Je vous ai laissé gagner. Bon, justement, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos serial killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'oubliez pas de partager au maximum épisode 1, comme ça nous donnera un peu de la force. Et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram @épisode1podcast où il y a plein de contenus exclusifs, des infos sur le serpent par exemple, concocté par Elsa qui vend. La série, hein, pas l'animal. Merci Elsa. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode, un nouvel animal peut-être et de nouvelles infos surtout.